Bonjour à tous, bonjour Antoine, bonjour Benoît, Delphine, Isabelle, Damien et le reste va arriver. Merci pour ce meeting digital ce midi et désolé pour le petit contretemps de changement un peu last minute, mais on tenait absolument à avoir Thomas de présent avec nous qui avait été happé pour l'IREP, pour la bonne cause. On est ravis de vous retrouver durant une petite heure. On va avoir une partie 30 minutes de présentation par Thomas et Magali, et puis à peu près 30 minutes de partage et d'échange entre vous. Donc, vous pourrez activer vos caméras et monter sur scène, je crois, sur Livestorm, ça se passe comme ça, pour pouvoir poser vos questions. Un grand merci à Thomas Jamet et à Magali Florence. Thomas, il est président de l'UDECA, mais il est aussi CEO de Media Brands, IPG, et puis Magali Florence, nouvelle directrice générale de l'UDECA depuis fin de l'année dernière, et ancienne CEO de Mindshare. Donc, merci à tous les deux d'avoir préparé les éléments. L'objectif de cette session aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir quelques référentiels clés en tête pour nos membres, qu'on va pouvoir partager puisque c'est enregistré, on pourra faire le replay, sur tous les enjeux clés médias, donc des chiffres clés, des tendances de consommation des médias, les défis et les enjeux de cette année, il y en a pas mal, et puis les nouveautés, bien évidemment, à vous partager. Donc, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Léa, elle pourra reprendre les questions à la fin s'il y a besoin pour les remonter en top list. Et on vous transmettra de toute façon le replay, je pense, demain. Ça devrait être en automatique. Voilà, du coup, un grand merci encore à Thomas et Magali. Je vais vous laisser la parole et moi, je vais couper, je pense, ma caméra. D'accord. Merci beaucoup, Karine, pour cette intro. Alors, le temps qu'on partage le document qu'on a préparé pour vous. Voilà, toutes mes excuses parce que c'est de ma faute, parce qu'on aurait dû se parler un tout petit peu plus tôt dans la matinée aujourd'hui. Mais le 29 février n'est pas un jour comme les autres, puisque ça n'arrive pas souvent qu'il y ait un 29 février. Donc forcément, je dirais que l'agenda se venge. Donc j'avais voilà, il y a une sorte de tunnel de rendez-vous aujourd'hui qui est assez compliqué à gérer. Donc voilà. Et donc ce matin, l'IREP Forum était autour du brand content, sujet ô combien passionnant, et il y avait notamment pas mal de présentations de fonds, comme toujours à l'IREP. Et donc vous pourrez, je pense, à mon avis, les demander à Christine Robert qui pourra vous les passer avec grand plaisir. Merci encore, Karine, de ton invitation. Et donc, Magali et moi représentons aujourd'hui l'UDECAM. Donc, je pense que vous connaissez l'UDECAM. Je ne vais pas représenter cette association, mais peut-être effectivement vous dire que le grand association a donc choisi de faire venir Magali, qui donc est là depuis un petit peu moins de 3 mois. Voilà. Donc Magali, que vous connaissez sans doute par ailleurs pour certaines et certains d'entre vous qui connaissent très bien notre industrie. Et donc l'UDECAM poursuit sa transformation et l'accélération de son travail pour faire à la fois la pédagogie des métiers d'agence média. Donc le 12 mars, petite page de publicité pour nos rencontres de l'UDECAM qui se tiennent au Comet Bourse sur le sujet des talents, sur tous les talents de notre industrie, sujet ô combien important. Donc voilà, notre métier, c'est d'animer les discussions, de faire en sorte d'avoir des organisations d'événements réussis, de discuter avec toutes les interprofessions, et puis évidemment de faire en sorte qu'on puisse ensemble inventer de nouvelles compréhensions sur tous les sujets marquants de notre industrie, dont on va parler ce matin. Voilà, donc l'Union des entreprises en conseil et achat média. Et avec le Club des annonceurs, c'est un partenariat de longue date. Alors aujourd'hui, on va parler effectivement de tous les enjeux et perspectives médias 2024, donc dans une année qui est extrêmement, je dirais, charnière. Moi, mon point de vue, c'est ce que Karine m'a demandé, c'est un petit peu de vous donner un point de vue un peu personnel. J'ai l'impression, je suis dans cette industrie depuis 21 ans, qu'il n'y a jamais eu autant de changements concentrés, et vous avez sans doute le même sentiment, jamais autant de changements concentrés en aussi peu de temps. On a l'impression que depuis la fin des années Covid, il y a une sorte d'accélération de l'histoire. Le sens de l'histoire, on le connaît, va vers toujours plus de digitalisation, va vers effectivement une sorte de compression du temps également, et tous les grands changements qui étaient en germe, mais qui étaient encore un peu pour certains, je dirais, pas totalement matures,
sont en train de nous arriver dessus à toute vitesse. Donc ça vaut pour le contexte géopolitique. Hein. Alors ça, évidemment, on n'est pas là pour parler de géopolitique et de faire des analyses diplomatiques de ce qui se passe au niveau de la scène internationale, mais il y a une sorte de retour du tragique, d'une certaine manière, avec les différents événements très douloureux, que ce soit la guerre en Ukraine, les événements en Israël et à Gaza, et puis également toutes je dirais, les tensions qui parcourent le monde en ce moment. Énormément également de je dirais, de pression sur à la fois les individus dans leur vie quotidienne. On est un peu ballotté entre la façon qu'on a de travailler qui change énormément. Là, c'est le retour du présentiel qui fait effectivement beaucoup parler de soi, et je pense que c'est quelque chose qui va de nouveau changer un petit peu la manière qu'on a de travailler dans nos entreprises. Peut-être que vous le voyez également dans vos entreprises également, on a l'impression qu'il y a cette tension, et donc peut-être qu'on a été habitué à travailler en télétravail, puis finalement les choses reviennent un petit peu de façon un petit peu plus brutale. Il y a également bien sûr des évolutions technologiques majeures. Donc je parlais d'intelligence artificielle, mais pas que. On a l'impression que le monde change à une vitesse grand V, et que quelque part, pour certaines industries, il y a le risque de se transformer en ludites. Vous savez, les ludites, c'était ceux qui travaillaient sur les machines à tisser, et quand les premiers automates pour tisser automatiquement ont été créés, qu'on essayait d'aller détruire les machines. Donc il y a toujours cette tentation d'aller détruire la machine, alors qu'en fait, il faut effectivement accompagner le changement. Et on peut avoir peur de l'intelligence artificielle. Moi, personnellement, j'en ai pas du tout peur. Je pense que c'est une formidable opportunité, justement, à la fois de croissance et de réinventer à peu près tout quand on parle d'intelligence artificielle générative. Et puis, bien sûr, sur le business, eh bien, là aussi, il y a une sorte d'accélération à la fois de la temporalité. On le voit dans toutes les entreprises, hein, notamment au niveau financier, avec une sorte de court-termisme permanent, qui est à la fois un petit peu complexe à gérer, parce que quand on est chef d'entreprise, on a toujours l'impression qu'on est le nez dans le guidon, et en même temps qu'on doit prévoir l'avenir, donc gérer le court terme, le moyen terme, le long terme. On a l'impression que le court terme est devenu la norme, encore plus que ça l'était auparavant. Et donc c'est d'autant plus important de regarder un petit peu au-delà du court terme, et c'est ce qu'on essaie de vous proposer, même si on a beaucoup de chiffres sur ce qui s'est passé, je dirais, l'année dernière, là, pour commencer. Un petit focus sur 2023, et puis évidemment nos perspectives pour 2024 et au-delà. Donc effectivement, des chiffres que vous avez peut-être déjà vus, quand Thomas parle d'un contexte extrêmement mouvementé, imprévisible, je sais combien c'est difficile pour tout le monde de naviguer, et effectivement on navigue à vue avec finalement des prévisions difficilement projetables à plus de 3 mois. Et c'est un peu ce qui s'est passé l'année dernière en termes d'investissement publicitaire, puisqu'en fait, les chiffres officiels pour le moment, le bump sort dans 15 jours pour la totalité 2023, mais les chiffres officiels à fin septembre 2023, c'était finalement un marché des médias à un peu plus de 11 milliards, à plus 1,5% uniquement par rapport à 2022. Il se trouve que, a priori, on va plutôt finir l'année à 5-6% de progression par rapport à l'année 2022. Q4 absolument formidable. On était un peu KO à fin août, et finalement les marques ont réinvesti, le marché s'est redynamisé, et on a eu une période septembre-décembre extrêmement dynamique par rapport à ce qu'elle avait été l'année précédente. Alors, c'est bien évidemment un marché qui malheureusement continue d'être ultra tiré par le digital, hein. Ces chiffres-là sont toujours des chiffres à fin septembre, puisque on a eu il y a une quinzaine de jours l'observateur de l'IPUB qui pour le coup donnait une vision à plus 9% pour le digital dans son ensemble en 2023, mais à fin septembre on était à plus 5, alors que les médias historiques accusaient une légère baisse de 0,6%.
Alors, marché à deux vitesses aussi, et vous verrez, il y a quelques slides qu'on a masqués pour pas être out of time. Marché à deux vitesses en ce qui concerne les catégories. Hein. On a des catégories qui caracolent avec des double digits en termes de progression d'investissement. Je pense à l'automobile, au voyage tourisme, à la distribution. Et puis, il y a des catégories qui ont beaucoup souffert l'année dernière par rapport à l'année précédente. C'est le cas de la banque assurance, c'est le cas de l'équipement. Donc on est vraiment dans un marché extrêmement polarisé. Alors l'année prochaine, cette année, pardon, on est effectivement fin février. Cette année 2024, tout le monde est extrêmement optimiste sur la santé des investissements publicitaires, grâce notamment au JO qui se passe chez nous et à l'actualité sportive plus largement. Même si tout ça va être un peu atténué par l'inflation, l'augmentation des coûts des matières premières, qui fera qu'il y aura certainement des arbitrages dans les budgets des marques. Alors nous, les agences médias, donc ça c'est une projection consolidée de l'ensemble des agences UDECAM sur les investissements publicitaires 2024 par rapport à 2023. Où vous voyez qu'on estime un marché dans son intégralité à plus 6%, encore porté par le digital, hein, qui est à plus 8%. Mais globalement, tous les médias vont retrouver les couleurs, excepté la presse, qui continue malheureusement de s'éroder avec une prévision à moins 2% quasiment pour la presse dans son ensemble en 2024 par rapport à 2023. Alors, un petit arrêt sur image par rapport et une petite alerte, et on reviendra sur le sujet, j'espère, à la fin de cette présentation. Médias de contenu, espèces menacées, j'ai d'abord mis un point d'interrogation, et puis finalement, je me suis dit que non, malheureusement, les chiffres étaient là. Au-delà de la baisse structurelle des investissements publicitaires consolidés, on va dire, avec une presse qui a quand même été amputée de moitié de ses investissements entre 2012 et 2022. On est passé de 3 milliards à 1,5 milliard investis en presse en 10 ans. Le renouvellement du digital en termes d'investissement sur ces catégories est pas là pour compenser. C'est petit, mais ça a pas mal ému le public de la présentation de l'Observateur de l'e-pub il y a 15 jours. La petite bulle verte, c'est le poids et surtout la tendance d'investissement sur les sites d'édition et d'information qui pèsent 550 millions et qui surtout est à moins 6% en 2023 par rapport à 2022. Alors que c'était plutôt une catégorie digitale qui se portait pas trop mal. Et donc, je mets ça en perspective du rapport commandité par l'ARCOM et la DGMIC, dont vous avez certainement entendu parler, qui a été commandé à un cabinet qui s'appelle PMP, en fait, qui tire le trait jusqu'en 2030 et qui alerte sur le fait que à échéance 2030, les médias de contenu ne pèseront plus dans les investissements publicitaires que 29% du total. Donc là-dessus, on a des initiatives qui vont être prises par l'UDECAM. Hein. On ne veut pas teaser sans avoir quelle est ni la date ni le détail de ce qu'on veut faire, mais l'UDECAM souhaite prendre une position très fortement sur ce sujet pour essayer de défendre les médias d'information, et notamment la presse d'information, afin de pouvoir porter ce discours, et notamment la parole des annonceurs va être extrêmement importante dans ce contexte. Parce que vous le voyez, c'est des médias qui souffrent, c'est pas nouveau, ça continue de s'éroder, mais on va arriver à un moment où si on pourrait faire l'exercice d'ailleurs, hein, que serait le paysage médiatique français sans la presse d'information, et notamment, là on parlait des sites d'information, mais il y a aussi effectivement le média papier. Donc c'est presque une sorte de mission collective, commune, que d'arriver à sauver ces médias, parce que s'ils disparaissent, c'est le pluralisme et peut-être même d'ailleurs un risque démocratique important. Donc voilà, on y reviendra, mais on souhaite prendre position très fortement là-dessus, et l'UDECAM, avec ses partenaires, aura quelque chose à proposer dans très peu de temps. Deuxième partie de notre présentation, ce qu'on appelait les médias augmentés. Donc là aussi, point d'inflexion, hein, ce passage entre
2023 et 2024, parce qu'on a l'impression que tout ce qui était en germe, à savoir la TV connectée, les offres de streaming, toutes les potentialités qui peuvent exister pour les acteurs historiques de se transformer, eh bien, ça y est, on a l'impression qu'on a plongé dedans et qu'on a vraiment pris la mesure de ce qu'était cette révolution, qui n'est pas non seulement une révolution digitale, mais qui est une vraie révolution, je dirais, totale, globale, parce que on savait que le média était déjà liquide parce que le contenu était liquide. C'était le fameux Atawad dont on parlait il y a quelques années. Maintenant, c'est beaucoup plus que ça. C'est cette interactivité réelle qui va permettre d'avoir eh bien, quelque part une offre média qui va être complètement démultipliée. Et on voit que ça marche avec évidemment une évolution de la consommation, mais aussi surtout des nouvelles offres. Et on voit que les partenaires historiques des annonceurs et des agences médias comme TF1 ou M6 par exemple ont pris position très fortement avec des investissements très importants au cœur de leur stratégie de développement pour saisir toute la potentialité de cette révolution. Donc juste pour illustrer ce que vous dit Thomas, hein, vous savez que on est un des pays où le mieux équipé en termes de TV connectée. En 2023, c'est 69% des foyers français qui consomment la télé de manière connectée, que ce soit sur de la Smart TV, de la box FAI qui est une pénétration de plus de 2/3 des foyers français, du streaming ou des consoles de jeux. Tout ça, ça encourage un usage de plus en plus délinéarisé. Vous voyez qu'en 2023, donc le graphique de gauche, c'est la structure en temps passé par jour des 25-49 ans entre la TV live, le replay et la social vidéo. Et la TV live pèse à peine la moitié de l'audience, enfin pas de l'audience, de la durée d'écoute quotidienne en 2023, alors qu'en 2019, on était encore à un peu plus de 70%. Et en ce qui concerne le device sur lequel on regarde du contenu télé, on va dire, ou du contenu vidéo. Plus on est jeune, plus on est bien évidemment sur son téléphone, hein, et notamment les 15-24 ans, mais avec un écran télé qui donc avec ce qu'on appelle la Connected TV, héberge de plus en plus non seulement du contenu de flux qui viennent des broadcasters, mais également du contenu qui viennent de plateformes digitales. Et alors on attend des chiffres un peu officiels, mais il se dit que il y a un chiffre aujourd'hui qui est que il y a de l'ordre de 30% de l'audience YouTube qui se fait sur l'écran de télévision via la Connected TV. Donc tout ça effectivement au-delà de YouTube, c'est accéléré par les offres de SVOD. En France, en juin 2023, il y avait 53% de pénétration des services de SVOD, avec d'ailleurs du multi-abonnement. Hein, c'est un poste qui coûte cher dans les budgets des Français. Des modèles qui servent de référence, et Thomas en parlait pour les acteurs historiques. Hein, vous avez vu, enfin, je sais pas si vous avez eu la curiosité d'aller vous balader sur TF1+, mais c'est un copie-colle de Netflix, c'est assez rigolo. Et M6 lance mercredi prochain en fanfare sa nouvelle offre replay qui va s'appeler M6+. Voilà, donc cette digitalisation, elle touche alors bien évidemment très fortement la télévision. J'ai masqué également pour des raisons de temps les slides qui mettent en exergue la digitalisation de l'audio, de l'affichage et du print, mais qui sont aussi des médias historiques qui ont archi accéléré sur leur mutation digitale. Et voilà, digital out of home, sauf quand c'est réglementé, est en train
et l'audio, et notamment l'audio digital, et le nouvel Eldorado, et le renouveau d'ailleurs de la consommation de la radio. Donc il n'y a pas que la télé, même si c'est très polarisé. Je pense que vous le voyez dans vos investissements, il y a une polarisation télé digitale avec un format commun qui est la vidéo. Et puis, la montée en puissance dans les investissements marketing, alors parfois financés par les investissements trade, la montée en puissance du retail média, qui est en train de vraiment se structurer, s'organiser, se professionnaliser et qui s'inscrit de plus en plus dans une ambition de full funnel, c'est-à-dire que les études, les mesures se mettent en place pour que on soit capable d'accompagner et de savoir comment un individu va naviguer d'une exposition en extension d'audience sur des sites thématiques, par exemple. Il va être exposé à une campagne qui a plutôt vocation à travailler sa notoriété et son image, et puis il va atterrir pour acheter en ligne avec un ROAS qui pourra être attaché à des KPI, plutôt à des KPI de marque. Donc, on se rend compte que dans ces bouleversements dont on vient de vous montrer en chiffres la manière dont ils s'organisent, il y a toute une réorganisation qui est en œuvre, à la fois au niveau réglementaire, parce qu'en fait, cette jungle digitale est de plus en plus réglementée, et on peut s'en féliciter d'une certaine façon, même s'il faudra être vigilant sur les impacts que tout ça peut avoir sur nos métiers, bien sûr. Il y a évidemment la fin des cookies tiers, enfin, on va en parler, et puis il y a les enjeux d'intelligence artificielle. Mais dans cette partie, c'est plutôt, je dirais, pour essayer de remettre un petit peu l'église au milieu du village, parce que on a l'impression que cette année 2024, dans les bouleversements passionnants qu'elle propose, réellement commence à toucher réellement notre la manière dont on fait notre travail, nous, en tant qu'agence, et d'ailleurs même la relation qu'on a avec vous, annonceurs. Donc, il y a des ruptures techno-créatives, il y a des innovations en termes de business model, il y a effectivement des TF1+, M6+, qui vont être un petit peu à l'instar de Disney+, et de Netflix, des plateformes qui vont très certainement très bien fonctionner, mais on a l'impression qu'il y a cette espèce d'inflexion sur la réglementation, sur la manière dont la technologie est en train de se réguler, qui fait que tout peut arriver et on n'est effectivement jamais à l'abri d'une inflexion rapide, brutale, due à une réglementation ou due à une décision d'un grand partenaire digital qui changerait sa norme et qui en fait permettrait d'avoir un renouvellement complet de la façon dont on fait notre travail. Donc, il faut toujours rester dans cette agilité et essayer d'avoir, pour durer, je dirais, une capacité de bien comprendre les enjeux, et notamment ces enjeux réglementaires et même éthiques dont on va vous parler dans un instant. Donc, les buzzwords du moment, lancés par la Commission européenne, Digital Market Act, Digital Service Act, Digital Market Act qui est mis en place le 7 mars prochain, enfin qui est imposé le 7 mars prochain, qui globalement touche à l'omnipotence et challenge les plateformes sur le droit à la concurrence. La raison pour laquelle on est extrêmement attentif à la mise en application de ces deux réglementations, c'est que potentiellement ça peut challenger les équilibres, enfin ou les déséquilibres, et freiner l'accélération et l'archipuissance des plateformes hors Union européenne, qui, je vous le rappelle, captent de l'ordre de 80% de la croissance des investissements depuis plusieurs années maintenant. Le deuxième grand bazar, on va dire, dans le digital, c'est Pierre et le loup, mais malheureusement le loup arrive. Ça fait plusieurs années que vos agences et les acteurs du digital vous alertent sur la fin des cookies tiers. Ça y est, ça arrive. Il y a eu pas mal de tests. Mais on n'est pas encore, ni les uns ni les autres, très très sereins sur les solutions alternatives. Et il se dit même en ce moment que
la privacy sandbox de Google est pas vraiment au point et que a priori c'est pas une alternative très 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 sûre pour le moment. À tel point qu'on se demande même s'il va pas y avoir un nouveau report de cette fin des cookies tiers. Et puis l'intelligence artificielle, Thomas en parlait. Alors aujourd'hui sont des chiffres qui viennent de Médiamétrie sur les visiteurs uniques mensuels, et OpenAI est quand même et BART qui est Gemini, mais OpenAI particulièrement est quand même à 3,8 millions de visiteurs uniques en France en novembre 2023. Et ça, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne serait-ce que sur des leviers qui sont devenus des leviers un peu matures comme le search et la suprématie de Google et du moteur de recherche Google, peut-être que ça aussi, ça peut challenger le poids du search via Google dans les investissements publicitaires, parce que de plus en plus, on utilise un bot pour aller chercher une information. On utilise d'ailleurs aussi TikTok, puisqu'on parle aussi du search sur TikTok. Et ça peut aussi bousculer pas mal les équilibres dans le domaine du digital tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et l'intelligence artificielle, les agences médias l'ont toujours utilisée, notamment dans l'utilisation des algorithmes, notamment en achat programmatique, ou je dirais de façon native, parce que les agences médias ont cette capacité de compréhension de la tech et de la data de façon vraiment native. Donc l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle pour nous. En revanche, ce qui est nouveau, c'est l'intelligence artificielle générative, qui va nous permettre d'ailleurs aussi de gagner du temps et de faire en sorte d'avoir un certain nombre d'améliorations sur à la fois peut-être même d'ailleurs des interfaces de relations clients ou des bots partagés entre annonceurs et agences. Voilà, on pense que ça peut être effectivement extrêmement intéressant d'utiliser, de plonger là-dedans de plein pied. Et là aussi, l'UDECAM aura prochainement des apports assez importants sur ce sujet d'intelligence artificielle. Je sais que la HCC a également beaucoup travaillé sur le sujet, nos amis de la HCC. Donc voilà. Voilà pour cette partie, je dirais, des grandes révolutions digitales. Et puis on voit qu'on est un point d'inflexion dans les périodes où les indicateurs sont de nouveau discutés et où les cartes sont rebattues en termes notamment de mesures dans nos métiers. C'est toujours un moment où on se rend compte qu'on a quelque chose qui se passe dans l'industrie, quand tout d'un coup on se pose des questions existentielles sur la façon dont on mesure, la façon dont on pilote et la manière finalement dont les grands KPI et les monnaies du marché sont acceptés ou sont changés. Et on se rend compte qu'en ce moment, il y a énormément de discussions à ce sujet-là, que ce soit au niveau des mesures de l'affichage et notamment également de cette fameuse monnaie du trading télé. Alors on va juste, je voulais parce que même moi j'étais pas super claire sur la timeline de Médiamétrie par rapport à la mesure cross-média. Donc je voudrais partager avec vous les points d'étape de Médiamétrie sur la mesure donc mesure cross-média, c'est en fait la mesure de la pub et de l'éditorial d'ailleurs, vidéo et programmes de télévision et assimilés entre les différents écrans. Donc déjà, mars 2022, vous vous souvenez que le Mediamat avait été élargi à tous les écrans utilisés en dehors du domicile en plus de la télé. En janvier 24, la mesure du Mediamat a intégré les écrans hors télé utilisés à domicile. Donc, quand on regarde la télé sur sa tablette dans sa chambre, sachant qu'en parallèle, on élargissait la référence Mediamat à France entière versus un historique sur les équipes télé. Et puis là, l'année 24, c'est vraiment le cross. Donc, au second semestre, on attend des premiers indicateurs d'audience sur la pub des broadcasters diffusés en télévision et en CTV. Donc, broadcaster, c'est TF1, M6 avec TF1+, M6+. Au dernier
trimestre de cette année 2024. Toujours sur les broadcasters qui ouvrent le bal. On attend une audience télé, Connected TV et écrans digitaux. Donc, quand on regarde TF1+, sur sa télé ou sa télé connectée et sur son téléphone, par exemple. Grande question, et on travaille tous en ce moment à élargir le périmètre, c'est quand est-ce qu'on arrivera à faire venir dans un premier temps les plateformes type Netflix, YouTube, Disney+, dans cette mesure, et voir même quand est-ce qu'on arrivera à avoir une mesure holistique de l'ensemble de l'offre vidéo. In-stream, dans un premier temps, ce serait idéal. Sachant que compte tenu des développements technologiques que ça implique chez Médiamétrie, ce sera sûrement pas avant 2025, voire 2026. Mais que ce soit les discussions que Médiamétrie a en ce moment avec les plateformes ou nous, ce qu'on peut avoir comme discussion, nous, agences médias et annonceurs, les discussions qu'on peut avoir avec ces plateformes et notamment YouTube, on a bon espoir d'avoir au moins un accord de principe de ces acteurs pour rentrer dans la mesure Médiamétrie. Et donc, du coup, la question de la valeur se pose, hein, parce que là, on vient de parler effectivement de mesures, mais ce qui est en train de se passer, notamment quand on parle effectivement de l'attention, c'est que on a là aussi un changement de paradigme. C'est qu'on avait l'impression qu'on ne mesurait finalement que voilà, l'affichage, la visibilité d'une campagne, mais sans finalement avoir vraiment l'attention réelle. Hein. Vous savez que c'est un des buzzwords du moment. Et la disparition, effectivement, à la fin des cookies tiers va accélérer ce phénomène. Mais là, il y a un vrai enjeu méthodologique également sur l'attention, de compréhension de la vraie valeur de la publicité et de la façon dont elle est réellement exposée de façon valorisable auprès des publics et auprès des audiences. Et donc là, il y a un ensemble de critères qui sont en train d'être travaillés par l'intégralité du marché, même s'il n'y aura pas sans doute de vérité absolue. Mais on se rend compte qu'en fait, ce chemin qu'on est en train de faire vers la valorisation de l'attention est extrêmement important, tout comme d'ailleurs également la valeur, mais cette fois-ci dans un sens plus éthique, avec notamment les valeurs sociétales, les valeurs de responsabilité. Donc nous, on croit beaucoup à la responsabilité média, c'est-à-dire à l'importance du contexte. Évidemment, au-delà même de la brand safety simple, on a travaillé avec l'ensemble de l'UDECAM et en accord avec l'interprofession également à la création d'une méthodologie qu'on a proposée au marché avec un partenaire. Et donc cette capacité qu'a aujourd'hui l'UDECAM de proposer une valorisation de 16 critères qui dépassent simplement le carbone nous permet d'avoir un vrai maître étalon pour pouvoir s'assurer que les campagnes et le travail qu'on fait est absolument va dans le bon sens et notamment dans le sens de la réduction de notre empreinte environnementale et pas uniquement le carbone. Et puis on a aussi de grands enjeux sur on en parlait quand on parlait tout à l'heure de médias d'information, de presse d'information, de faire en sorte que l'écosystème français qui comporte des marques médias extrêmement fortes, qui sont je dirais, les garants du pluralisme démocratique puissent nous assurer d'avoir le plus de choix possible. Et effectivement, Magali en parlait, la concentration digitale qui capte 80% de la croissance du marché. On ne peut pas se satisfaire de ça, on est très clair là-dessus, et on fait en sorte d'aider au maximum l'écosystème français afin de pouvoir préserver cet équilibre des médias qui sert les annonceurs et les marques, parce que c'est aussi l'assurance d'avoir là peut-être plus qu'ailleurs une capacité de contexte et de pouvoir valoriser des campagnes dans un contexte safe également. Donc l'attention, on en a parlé. On en a parlé, ouais, revenir. Ouais. Et puis voilà, là on voulait terminer effectivement cette partie là-dessus parce qu'il y a les états généraux de l'information qui ont lieu en ce moment, et c'est dans ce cadre-là j'ai fait ce petit teasing tout à l'heure pour parler des initiatives que l'UDECAM prendra pour effectivement pousser et mettre un coup de projecteur sur les médias d'information. Voilà, donc en conclusion, les key takeaways que vous attendiez. Donc la nouvelle ère de la vidéo, je pense que on arrive à une période où toutes les étoiles sont alignées, c'est-à-dire que
On a ce fameux Graal de la mesure holistique qui est à portée de main. La télévision et l'utilisation de la Connected TV, notamment pour regarder du contenu historiquement diffusé sur les écrans digitaux, garantissent une qualité de diffusion significativement supérieure à ce qu'elle peut être sur un téléphone. Et tout ça s'accompagne de l'élargissement de l'offre avec effectivement les plateformes de SVOD historiques qui ont ouvert à la pub. Et les nouvelles offres des broadcasters qui sont en train de prendre pas mal d'attirer pas mal de nouveaux publics. Cette mesure, donc au-delà de la mesure de la vidéo, on a parlé de l'attention qui effectivement, alors il y a pas mal de chantiers en cours, hein, on n'est pas encore sur une définition homogène de l'attention et un protocole de mesure super cadré. Mais il y a de fortes chances que ça devienne un nouvel indicateur. Le retail média qui effectivement va en termes de mesure au-delà du ROAS. Le point d'interrogation un peu désagréable et inconfortable qui est cette fin des cookies tiers, mais on sait qu'il y a des alternatives. On n'en a pas parlé, mais il y a l'Unique ID, notamment avec la solution européenne d'UNIT. Les retours et les vertus du contextuel, hein, avec ce que ça comporte de brand safe et de transfert de valeur. Et puis les JO, qui à la fois sont une formidable opportunité pour les investissements et les audiences, mais attention. Il y a de l'inflation qui est déjà annoncée, hein, puisque à titre d'exemple, les afficheurs pendant les JO ont augmenté leurs tarifs de 35 à 40%. Et puis on en parlait avec Karine l'autre jour. Il y a de fortes chances qu'on ait également, pour les marques qui ne seraient pas intéressées par le sport, et je dis volontairement le sport parce que juste avant les JO, il y a l'Euro. Par les marques qui ne sont pas intéressées par le sport, il y a de fortes chances que on voit un report post-paralympique, donc à partir du 9 septembre, et donc un encombrement et donc une inflation supplémentaire sur cette période-là. Et puis, avant de vous laisser nous poser des questions et j'espère et ouvrir la discussion, juste effectivement, parce que ça nous tient à cœur, terminer sur ce que Thomas vient de partager avec vous, cette notion d'investissement responsable, où nous on est convaincus et on a de plus en plus de preuves à apporter du fait que optimiser l'empreinte environnementale des campagnes et soutenir les médias de contenu et d'information, c'est compatible avec la performance. Voilà. Je sors de la présentation, qu'on puisse vous voir. On a un tout petit peu débordé, Karine, tu nous en excuseras sur le timing, mais un grand merci. Effectivement, je crois que la question sur la souveraineté, oui. On peut peut-être l'adresser à nos membres. On en a déjà discuté pour certains qui sont venus à notre arène de débat en février. On avait posé quand même la question... pas formulé comme ça, mais en tout cas, voilà, est-ce qu'à un moment donné, on prend parti ou pas quand on pilote de l'achat média chez l'annonceur sur des régies franco-françaises, européennes, plus que sur du digital qui capte nos 80% de croissance du marché et qui sont outre-Atlantique. Voilà, est-ce que ça, spontanément, soit il y a un petit pouce baissé qui monte ou un smiley ou une petite réponse, ça pourrait être sympa de la part de nos participants. Et puis, n'hésitez pas sur vos questions. Moi, j'en ai noté quelques-unes, donc s'il n'y en a pas, je peux aussi vous en poser. Est-ce que tu veux qu'on élabore un petit peu ou pas voilà, Bernard. Salut, Bernard. J'ai réussi à monter sur scène. Merci, Bernard. Ouais, une question que je voudrais creuser sur l'incidence de l'IA, notamment, tu l'as abordé rapidement, mais sur les modes de relation entre l'agence et l'annonceur, mais j'imagine aussi sur les back-office des agences médias. Parce que je pense que c'est
Enfin, c'est un sujet, il y a pas mal de choses qui peuvent s'automatiser. Donc, comment vous analysez aujourd'hui, on va dire, les conséquences potentielles de l'IA si on se projette à… Ça peut sans doute aller très vite. Oui. La question d'ailleurs de la rapidité fait partie de la question. C'est une excellente question. Comme toutes les entreprises, bon, effectivement, de services, de conseils, comme les cabinets de conseil d'ailleurs, parce que c'est notre métier, l'intelligence artificielle générative va nous permettre d'automatiser un certain nombre de tâches et d'aller très vite. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que on aura des disparitions de pans entiers. On en parlera d'ailleurs lors des rencontres de l'UDECAM du 12 mars sur les talents. Ça ne veut pas dire qu'il y a des pans entiers de départements dans les agences médias qui vont disparaître et remplacés par des bots, parce que justement, ça va même créer des nouveaux métiers, des prompt managers qui vont être capables. Il y aura sans doute un chief prompt officer un jour qui va être là pour justement s'assurer qu'on briefe bien la machine. Et je pense que on est qu'au début des incidents sur les organisations. Donc concrètement aujourd'hui, comment on s'en sert? Toutes les agences médias le font, nous c'est le cas chez Media Brands, à la fois pour gagner du temps sur la génération de tâches un peu répétitives. Je parle de l'IA générative, parce que l'IA tout court, comme je le disais tout à l'heure, on l'utilisait déjà, des algorithmes dans le programmatique, enfin c'était déjà, ça c'est natif chez nous. D'ailleurs, même le terme d'intelligence artificielle finalement est assez nouveau, mais des techniques d'automatisation, c'est pas nouveau. En revanche, l'IA générative qui permet de générer du texte ou du traitement de données en l'analysant, parce que c'est ça qui est nouveau. Pour le coup, on en est effectivement vraiment qu'au début. On l'utilise nous, par exemple, on a un service donc chez Media Brands, c'est un exemple, mais tous nos camarades ont la même chose, mais je mets ma petite casquette Media Brands un instant. On a un outil qui s'appelle MyBot qui permet en fait d'avoir la possibilité de créer une interface directe avec l'annonceur, et donc on l'a utilisé pour certains de nos clients, et donc par exemple en fait ça permet de générer une interface dans laquelle en fait on met des informations qui sont celles un petit peu du dialogue du quotidien entre clients et agences, et qui nous permet du coup de gagner du temps de part et d'autre. C'est-à-dire je cherche une information et pof, et en fait ça le génère de façon automatisée, ça vous fait un petit rapport, ça fait un petit texte, ça permet de gagner du temps. Quand on va chercher une information, par exemple, au lieu de poser la question à l'agence, on a cette potentialité de le poser à un bot qu'on fournit. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. C'est pas gimmick, parce que ça peut paraître comme ça un petit peu anecdotique, mais c'est quelque chose qui peut changer la relation dont je parlais tout à l'heure entre agence et client. Et puis après, bien sûr, nous, notre métier qui est quand même dans le conseil, de manipuler un certain nombre de données hyper complexes, de penser le court terme, le moyen terme, le long terme, en partenariat avec les éditeurs, les régies, etc., au service de l'annonceur. Je ne pense pas qu'à court terme, ça bouleverse complètement et ça remplace l'humain. Au contraire, je pense que c'est même… Je ne pense pas du tout que ça va se passer comme ça. C'est plutôt nous, au contraire, qui allons utiliser cet outil de façon extrêmement… je dirais, on va le prendre à bras le corps et on va en tirer le meilleur parce qu'on adore ça. C'est vraiment ce genre de choses, ce genre de défis qu'on aime dans les agences médias. En revanche, il y a d'autres pans de l'industrie. Je sais que la ACC se pose beaucoup de questions là-dessus parce que pour le coup, là, on vous a parlé d'OpenAI par exemple, mais tout ce qui va être génération automatique de contenu, et notamment de création publicitaire, alors là, ça peut être un bouleversement total parce que voilà, ça peut permettre effectivement à moindre coût de générer des contenus qui vont pouvoir être développés et créés par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un point de l'industrie. Dans des métiers comme le programmatique, par exemple, forcément, ça va avoir quand même des incidences. Oui, bien sûr. Y compris sur la nature du nombre de personnes qui vont faire ces métiers en back-office ou la façon dont ils vont le faire, en tout cas. Tout à fait. Mais il y a beaucoup d'investissements qui sont menés de part et d'autre. Le groupe Publicis a annoncé investir énormément d'argent dans la recherche au service du marketing et de la communication. Donc, tu as raison, Bernard, je pense que ça va aller très vite. Et voilà. Mais aujourd'hui, je dirais que le traitement des tâches répétitives tu cites le programmatique ou même dans d'autres pans de notre industrie,
pour moi, c'est pas là qu'est le vrai enjeu. Le vrai enjeu, c'est quelle est la valeur ajoutée de l'IA générative et comment elle va nous apporter quelque part la capacité de générer un meilleur conseil pour les annonceurs. Voilà. Et là, pour le moment, même si vous utilisez peut-être vous OpenAI de façon privée ou professionnelle, c'est encore balbutiant. C'est-à-dire que ça va très vite, ça permet de générer, de cruncher des informations, de les mettre en forme de manière immédiate et de sortir un document écrit qui se tient. Mais est-ce que ça va être capable de faire des choix médias à la place de nos outils? On est en train d'investiguer. Ça peut faire gagner du temps, mais je pense qu'in fine, il faut que le choix reste évidemment humain avec des spécialistes qui vont peut-être être encore plus spécialistes parce qu'ils vont devoir ajouter cette dimension de briefer l'intelligence artificielle dans leur métier au quotidien. Donc, le prompt officer, le chief prompt officer, ça peut être un super job à venir. Et Delphine. Bonjour, salut Magali, salut Thomas, salut tout le monde. Moi, j'ai des questions effectivement sur le retail média, donc plusieurs questions. Première question, c'est déjà de la manière dont c'est structuré aujourd'hui, on a l'impression que les investissements sont essentiellement sur le web. Or, l'essentiel des flux sont quand même en magasin. Donc, est-ce qu'on va réussir à, enfin, comment dire, est-ce que à la fois les distributeurs vont réussir à digitaliser leur offre en magasin? Est-ce que vous pensez que ça va vraiment évoluer en dehors de l'écran informatique? Enfin, je veux dire l'écran voilà, enfin, vous voyez qu'on va acheter au-delà d'Internet. Bon, voilà. Parce que pour moi, c'est un vrai enjeu, vu que les flux sont quand même plutôt dans le magasin. Mais en revanche, l'offre trade, elle est pas très digitale en général. Bon, donc ça, c'est une question sur l'inventaire et la capacité de ce média à vraiment se déployer on and off. La deuxième question que j'ai, c'est est-ce que, parce que c'est une question clé aussi, c'est d'abord, aujourd'hui, qui sont les annonceurs qui ont tenté l'aventure? Est-ce que ce sont principalement des gens dans le food, enfin qui sont naturellement vendus déjà en hyper, super, et donc est-ce que ça va pas impacter sur le trade justement? Enfin, donc est-ce qu'on a des acteurs comme l'assurance ou la banque qui ne sont pas vendus normalement dans ces univers-là, qui tentent, voilà. Et donc voilà, et avec voilà, et donc et aussi selon votre avis aujourd'hui, donc Magali, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais c'est quoi enfin, parce qu'on imagine bien que avec la fin du cookie, tout d'un coup on peut vraiment être très fin dans la manière de connaître quand on sait ce qu'achète l'audience. On voit bien ce que propose Amazon, c'est énorme tout d'un coup ce qu'on peut savoir et comment on peut cibler. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a une chance que les distributeurs, à part Amazon, tirent leur épingle du jeu, tous ceux qui ne sont pas juste dans le web, quoi. Voilà, c'est toutes mes questions. Je suis désolée, c'est un gros paquet. Voilà. Sur le physique. Ouais. Moi, je vais pas répondre, mais je vais donner mon point de vue par rapport à ta question sur le physique et le digital. Moi, je trouve, parce que je suis plutôt de nature optimiste, moi, je trouve que le fait que le retail média, alors effectivement d'abord avec des acteurs du digital, rentre dans les plans marketing, rentre dans les plans médias, rentre dans les mœurs, financés par des budgets marketing, sachant qu'il y a aussi du budget trade, hein, enfin moi je l'ai vu dans mon ancienne vie, j'avais des directeurs marketing qui étaient tout contents parce qu'il y avait une partie du retail qui était financée par le budget du trade. Je trouve que le fait que ce soit aujourd'hui considéré comme un levier marketing en tant que tel est une très bonne chose à terme, et j'espère à court terme, pour les médias en retail physique. Parce que historiquement, c'était quand même souvent considéré comme une taxe au passage du distributeur, une taxe supplémentaire du distributeur auprès du fabricant. Donc là, je pense que on est peut-être à l'aube d'une famille retail qui va s'agrandir, qui a été initiée par le retail digital et qui potentiellement pourrait s'élargir au retail physique. Mais tu as raison, plus la distrib s'équipera de formats digitaux,
enfin de formats digitaux, d'écrans, etc., plus ce sera facile de les inscrire dans le parcours. Parcours digital, ouais. Et en fait, moi, ce que je pense, c'est que, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Magali, c'est le point clé, le point d'inflexion, c'est la capacité à digitaliser les points de vente, et donc à réinventer l'expérience client aussi. Ouais. C'est-à-dire, en fait, comment avoir les caisses digitalisées, les bornes interactives connectées, les cabines d'essayage interactives, l'affichage dynamique, tout le DOH à l'intérieur des points de vente. C'est infini en termes de possibilités ensuite de stratégie média à l'intérieur de ces nouveaux canaux. Et ça, pour le coup, c'est aussi un nouveau pan de l'industrie qui va porter la croissance des prochaines années, hein, c'est certain, parce qu'il y a le retail média, effectivement, digital, qui a été aussi vachement favorisé par le Covid. Hein. Mais le retour dans le présentiel, dans le réel, avec en plus des investissements qui sont faits de façon hyper importante et imposante par certains acteurs du marché pour réinventer du coup ces lieux de retail comme des lieux de vie, des lieux d'expérience, etc. La relation client, la capacité à capter en plus des gens dont on connaît le panier moyen, sur lequel on a des datas, dont on sait qu'ils viennent de rentrer sur le lieu. Enfin, c'est quasiment infini. Mais on va du coup mixer le digital, le fameux figital dont on parlait avant. J'ai jamais pu encadrer ce terme parce que je trouve pas très beau, mais en fait, c'est surtout, mais c'est un peu ce que je disais dans l'introduction, c'est un peu cette espèce d'accélération des choses qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'il y a une hybridation et le temps se compresse parce qu'on voyait bien venir effectivement ça. On se rappelle tous Minority Report, 1999. Non mais c'est vrai, avec Tom Cruise qui arrive dans le centre commercial et puis tout d'un coup on lui dit bonjour monsieur machin, on a reçu, vous aviez commandé un jean de telle taille, machin, on a le même en rouge cette semaine si vous voulez. Bon, et après en fait voilà et on le voyait venir, mais quelque part là c'est vraiment en train d'arriver. Et pour moi c'est ça cette année 2024, c'est que tout ce qui était un petit peu en germe est en train de se cristalliser et est en train d'arriver. Et là il y a un bouleversement et il y a un boulevard qui va porter des nouveaux acteurs. Qui va porter effectivement toute une croissance marché et c'est passionnant. Voilà, donc c'est une très bonne question. Tu as tout à fait raison. Quand on parle de retail média, on a l'impression qu'on se cantonne un petit peu finalement à la partie digitale, je dirais écran, alors qu'en fait c'est dans la vraie vie que ça va se passer aussi beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Léa doit se faire porte-parole d'Annabelle, je crois. Oui. Alors, Annabelle avait deux questions sur la TV connectée. Alors, la première, c'est avez-vous de la visibilité sur la capacité à mesurer de manière précise qui reçoit les contenus géolocalisés et est-ce que le nombre de TV opt-in est suffisant aujourd'hui pour imaginer des campagnes géolocalisées au code postal? Est-ce que je vous laisse répondre avant de poser la deuxième, peut-être? C'est lié, Léa, c'est la même. La deuxième, c'est j'ai lu dans Stratégie que les médias presse et radio faisaient du lobbying pour empêcher la mise en avant des adresses en TV connectée, pour garder la main mise sur les investissements médias de proximité. Avez-vous une vision sur le sujet? D'accord. Oui, donc c'est connecté quand même. Alors moi, mon point de vue très personnel là-dessus, c'est que on avait l'impression, rappelez-vous, il y a 2-3 ans, que c'était ça qui allait complètement changer la capacité de pousser le fantasme du bon message au bon moment à la bonne personne. Voilà. On s'aperçoit en fait qu'il y a des limites techniques, pas forcément que légales d'ailleurs, mais aussi techniques, qui font que c'est pas forcément aussi facile et aussi scalable et aussi simple qu'on aurait bien voulu le penser. Parce qu'on s'est tous dit à ce moment-là, ça va être l'Eldorado. D'ailleurs, tous nos grands partenaires audiovisuels se sont aussi engouffrés là-dedans, etc. Il y a eu des tests, mais il n'y a pas eu ça n'a pas été scalé de façon incroyable. Bon, et en fait, on se rend compte aussi quelque part que quand on parle de TV connectée, c'est surtout d'ailleurs quelque part un petit peu tout le côté contenu qui va être priorisé et que quelque part l'apport de la publicité comme un outil massif par rapport à la géolocalisation, voire même à la création de contenu spécifique pour chaque foyer ou pour chaque individu, quelque part je pense que on va voir une accélération quand on aura un TF1+, par exemple,
qui permettra du coup de pousser peut-être avec beaucoup plus de finesse et moins en boîte noire qu'un Netflix ou un Disney Plus ou autre, faut pas se leurrer, et qui va être capable de discuter aussi avec les locaux français et peut-être capable de générer des alternatives à des tests un peu technologiques via les box qui sont pour l'instant un peu, non pas des coups d'épée dans l'eau, mais je sais pas ce que tu en penses Magali, mais des choses un peu plus anecdotiques. Ça n'a pas été pour moi complètement la télé un succès. Non, là, il y a on en a beaucoup parlé, il y a eu des tests. À ma connaissance, on est effectivement, en termes de mesures, on n'a pas archi sophistiqué. Et pourquoi ça coûte de l'argent? Et je pense que je pense que les chaînes attendaient de savoir si ça pouvait devenir un vrai business avant d'investir les montants assez colossaux dans les protocoles de mesure. Et effectivement, je rejoins assez Thomas sur le fait que avec les plateformes, les plateformes de replay des broadcasters, si ça prend comme c'est en train de prendre, je pense que ça c'est l'alternative pour faire de la géolocalisation et de la télé, enfin une forme de télé adressée autre que d'enlever un spot dans l'écran de 13 heures pour aller pousser une offre qui effectivement en plus légalement pour le moment est encore vachement limitée en termes de capacité de message sur les foyers avec 2 chiens en Saône-et-Loire. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est un peu, je comparerais ça presque avec le QR code. C'est-à-dire que c'était une technologie qui existait, le QR code, dans les années 2010. On savait, personne l'utilisait vraiment. Il y avait des questions légales, il y avait des questions de ça va dans un sens ou dans l'autre, des questions créatives, c'était pas très bon. Et en fait, finalement, c'était resté un petit peu comme une sorte d'Eldorado non développé, de territoire à défricher plus tard. Et je pense que ça va être exactement la même chose avec ce point-là. Moi, je fais le pari que dans quelques années, c'est majeur. Mais il faut attendre que la technologie soit plus mature, qu'on ait peut-être plus de recul aussi sur la façon dont on peut s'en servir. Effectivement, il y a certaines contraintes réglementaires ou légales qui puissent être, sinon levées, tout au moins explicitées. Et puis, il faut qu'il y ait, comme toujours, un partenaire qui s'engouffre, que tout le monde suive derrière, que ce qui est des cases, que vous ayez envie de faire la même chose, etc., etc. Voilà. Et en fait, on n'a pas trouvé encore l'utilité réelle de cette technologie, si on peut dire. Alors que, par exemple, le QR code, on l'a retrouvé avec le Covid et avec une accélération du digital. Mais c'était presque trop tôt. Et pour moi, c'est un peu la même chose. C'est presque encore un peu trop tôt. Mais ce n'est qu'à mon avis, pas forcément des choses qu'on va recommander normalement chez nous, en tout cas. Et juste pour répondre à la deuxième question rapidement, puisqu'il est déjà 13h02, effectivement, il y a un vent contraire de la part des médias qui peuvent avoir du décrochage local et qui aujourd'hui sont porteurs de messages localisés comme la radio ou l'affichage. C'est aussi le cas, juste parenthèse, c'est aussi le cas d'un vent contre la question du moment sur l'élargissement de l'autorisation de la télé aux campagnes de promo de la distribution, où la radio s'émeut beaucoup et la presse quotidienne régionale s'émeut beaucoup de la possibilité que ce segment d'investissement soit autorisé à la télé et que ce soit une perte supplémentaire pour eux. Merci beaucoup. Effectivement, on est time's up, sauf s'il y a une toute dernière question. Visiblement pas. Ok. Eh ben super, un grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. C'était très intéressant. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.